Merci Olivier pour ton invitation. Donc on est plutôt sous l'angle d'une rencontre, hein, plutôt conviviale, et je suis vraiment content de pouvoir intervenir ce soir dans cette école dont je suis issu. Donc effectivement, je l'ai quitté en 2000. Je vais adopter un mode de présentation qui est un peu expérimental. Je vais dessiner au fur et à mesure, donc on va voir ce que ça donne. Et puis, de toute façon, j'ai plein de choses à vous raconter. Je vais quand même commencer par un petit dessin qui est emblématique et qui va revenir de manière récurrente et métaphorique sur le déroulé de l'intervention. Est-ce que vous m'entendez tous bien déjà? C'est une question, même au fond. Ouais. Donc ce premier schéma que je vais vous faire, c'est, je ne sais pas si vous avez déjà fait attention quand vous êtes dans un train et que vous voyez de manière très schématique, vous voyez les arbres qui défilent. Vous avez des arbres qui défilent à toute vitesse, au premier plan, et souvent à l'arrière-plan, vous apercevez si vous êtes en bordure de montagne, il peut y avoir une montagne qui se détache, qui elle ne bouge pas. C'est-à-dire qu'au premier plan, vous avez des arbres qui défilent à une vitesse hallucinante, vous n'avez pas le temps de les voir individuellement les uns les autres, mais par contre, il y a un bloc inerte à l'arrière-plan qui ne bouge pas, une forme résistante qui reste là. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel je vais revenir, et vous comprendrez pourquoi je vous ai raconté cette histoire. Je vais refaire rapidement, en fait c'est important de passer un petit peu de temps pour refaire globalement et en quelques étapes le parcours que j'ai suivi en sortant des arts décoratifs. Ça s'appelait l'école des arts décoratifs à l'époque, hein, c'était pas encore la haute école des arts vivants. Donc je l'ai quitté en 2000, sur une petite barre de temps. Donc, en 2000 je sors de didactique visuelle, donc on va quand même dire que ça s'appelle comme ça maintenant. Je pense que j'y ai appris une façon de gérer des sujets et des domaines très complexes. C'est-à-dire que ce que je retiens dans les enseignements majeurs de l'atelier didactique visuel, c'est la capacité et en fait le courage d'aborder des sujets très complexes et d'en tirer quelque chose de très simple. En trouvant des angles, en trouvant des façons d'expliquer les choses de manière séquencée, scénarisée, en choisissant soi-même ses supports, ses médias. C'est vraiment ce que je retiens de plus marquant. Il y a plein d'autres choses, hein. Et puis, quelque chose aussi qui est très fort, c'est qu'on se forge soi-même sa propre façon de voir le monde, de voir la chose, et qu'on n'est pas formaté pour voir les choses et le monde d'une façon normée. Ce que je croise beaucoup dans mon environnement professionnel aujourd'hui, je vais en parler un peu plus, c'est que autour de moi, les gens ont des façons un peu plus structurées, normées de voir les choses. Ici, on a la capacité de voir les choses de manière beaucoup plus plurielle et diverse. Cela dit, aux arts déco, je vais appeler ça les arts déco parce que dans ma tête c'est quand même les arts déco à l'époque, j'avais développé une sorte de fort penchant pour l'enquête, une volonté d'aller voir un peu dans les coulisses ce qui se passe, dans les coulisses du monde politique, des affaires, géopolitiques, etc. Et j'ai pas trop trouvé le lieu dans les arts déco pour exprimer et faire ressortir ça. Donc en fait, j'ai décidé en sortant des arts déco de embrayé par une école de journalisme qui s'appelle donc le CFPJ, j'écris très mal, en 2 ans, donc de 2000 à 2002, 2 ans en alternance, pendant laquelle je suis en même temps en poste dans un groupe de presse que j'avais très précisément ciblé, puisque c'est celui qui m'intéressait et pas un autre. C'est un groupe de presse qui existe toujours, hein, qui s'appelle Indigo Publications. Le format de ce groupe de presse, qui est un groupe de presse indépendant, c'est-à-dire un groupe de presse indépendant, c'est un groupe de presse dans lequel on peut dire ce qu'on veut, de qui on veut, quand on veut. On n'est pas lié avec des annonceurs, on n'est pas lié avec des gens qui financent le groupe, donc on peut vraiment être libre de ce qu'on peut dire. Le format de ce groupe de presse, c'est des lettres d'information, c'est-à-dire des petits supports de quelques pages, 4-8 pages, très pointus, très spécialisés, lus par plutôt des dirigeants d'entreprise, des ambassades, des diplomates, des services de renseignement du monde entier, avec un traitement de l'information qui est anglais sur le décryptage des réseaux de pouvoir et d'influence dans les coulisses du business, c'est-à-dire aux frontières du politique et du business, et des affaires. À quel moment le monde des affaires et le monde des dirigeants politiques se connectent et quelles sont les stratégies que mettent en œuvre les entreprises pour
faire plier des gouvernements à leur bénéfice ou ce genre de choses. Donc c'était vraiment l'angle de traitement de ce groupe de presse qui existe toujours et qui est très particulier. Et c'est aussi le seul qui traitait de l'actualité de ce qu'on appelle les services de renseignement d'État. Donc tout ce monde des coulisses m'intéressait fortement. J'ai trouvé ce groupe pour pleinement, on va dire, exprimer ma passion de découvrir les coulisses dans cette entreprise-là. Pendant deux années, j'étais formé en même temps à la presse, en tant que journaliste, et ensuite j'y suis resté de 2000 à 2009. Donc, ce que j'y ai appris, en fait, c'est en remettant très régulièrement à l'ouvrage le travail de l'enquête. Pendant ces quelques 9 années, toutes les 2 semaines, je faisais tomber une enquête sur un réseau, c'est-à-dire décrire le fonctionnement d'un réseau compliqué dans un pays qui peut être la France ou le Moyen-Orient, ou aux États-Unis, ou en Russie, enfin, c'était très varié. Et l'idée, c'est d'avoir développé une rubrique d'enquête visuelle qui prenait la forme de schémas qui sont des cartographies de réseaux très synthétiques sous forme d'une page. Donc, finalement, j'ai développé une compétence de cartographie de réseaux d'acteurs avec à chaque fois un petit texte de synthèse qui décrivait pourquoi on parlait de ce réseau à ce moment précis. Ça peut être par exemple le réseau de cabinets d'influence qu'utilisait Vladimir Poutine pour faire valoir ses positions sur l'Ukraine à Bruxelles, à New York et à Paris, par exemple. Ça peut être ce genre de sujet, décrypter des réseaux d'influence complètement sous-jacents que personne n'imagine exister, mais qui sont pour autant très opérants. Cela dit, je me suis senti un petit peu limité par les moyens que j'avais pour enquêter dans la presse. C'est un peu paradoxal, mais dans la presse, j'avais qu'une semaine maximum ou 2 sur un sujet. Ça permet juste de le toucher, de le sentir, mais pas d'aller bien loin en fait. Et puis à un moment donné, j'avais envie de rentrer dans les sujets. Le journaliste, sa vocation, c'est d'être extérieur au sujet, très clairement, d'observer les choses de l'extérieur. Moi, j'avais envie de rentrer dans les sujets, d'aller plus en profondeur, et aussi d'avoir plus de temps pour travailler sur les sujets. Donc au bout de ces 9 années, j'ai quitté la presse pour créer une entreprise qui existe toujours, que je dirige aujourd'hui avec des associés, j'en reparlerai après, qui s'appelle Consort Intelligence. Consort, ça veut dire en latin ceux qui travaillent ensemble, qui font affaire ensemble, qui sont associés. Et intelligence, c'est la version britannique du mot renseignement, c'est l'intelligence. Donc le nom de l'entreprise dit bien ce qu'on fait, c'est qu'on fait du renseignement sur les acteurs. Qui est qui fait quoi, avec qui, comment, pourquoi. Et on travaille pour des entreprises, c'est-à-dire que on a des clients qui sont des entreprises qui ont besoin de comprendre à un moment donné un environnement complexe, un acteur complexe, un partenaire potentiel, un concurrent qui les embête, un décideur qu'ils n'arrivent pas à cerner, ou une situation dans un pays exotique comme ça change tout le temps, hein, on travaille sur plein de pays différents, ça peut être un jour l'Afrique du Sud, le lendemain la Turquie ou l'Ouzbékistan, et puis on repart au Brésil, enfin, ça change tout le temps. Mais on est toujours dans le domaine de, finalement, la cartographie de réseaux d'acteurs, mais sur des profondeurs d'investigation qui sont beaucoup plus importantes. On n'est plus sur des enquêtes qui durent 1 semaine ou 2, mais plutôt 3 semaines à en moyenne 2-3 mois, jusqu'à des enquêtes qui peuvent durer 1 an. Ça m'est arrivé de travailler plus qu'1 an sur un sujet. Donc on voit bien qu'on a beaucoup plus de moyens pour aller en profondeur dans les sujets. Avec la limite de l'exercice, c'est qu'on travaille pour des entreprises, au service d'entreprises. Et dans ce cadre-là, je persiste à me positionner plutôt dans le domaine des arts appliqués, au sens où on travaille au service d'acteurs économiques qui ont des besoins et on met en œuvre des méthodes et des techniques qu'on a développées dans le domaine plastique et artistique, puis en y greffant d'autres compétences que j'ai développées après, dans l'investigation journalistique, mais au service d'un acteur qui a besoin de répondre à une problématique bien donnée et précise. Je reviendrai dessus après, mais on fait 2 types de choses dans cette entreprise Consort Intelligence. On va travailler à 2 échelles. Il y a une échelle qui est faire des profils d'une personne. On dit personne physique ou morale. Ce n'est pas des vocabulaires auxquels vous êtes forcément familiarisés. C'est vos vocabulaires du monde de l'entreprise. Une personne physique, c'est vous ou moi, c'est quelqu'un. Une personne morale, c'est une entreprise. Ça peut être en France une SARL, une SAS, une entreprise. C'est quelque chose qui donne corps à une organisation. Donc le premier niveau d'échelle auquel on travaille, c'est
faire le profil poussé le plus complet possible sur une personne physique ou morale, sur une personne ou une entreprise. Ça veut dire qu'on va descendre en profondeur tout ce qu'on peut trouver comme information sur la personne sur laquelle on enquête. Pourquoi? Parce que éventuellement notre client va nouer un partenariat avec, et si c'est dans un pays un peu tordu, comme un pays du Golfe ou un pays d'Asie centrale, ou dans les Balkans, notre client a envie de savoir s'il ne va pas s'associer avec un mafieux, un corrompu, quelqu'un qui n'est pas exactement celui qui lui dit être, et donc il a besoin d'avoir une enquête poussée avant de signer un contrat avec lui pour limiter les risques et pas s'engager dans la durée avec quelqu'un qui est réputé localement comme un mafieux, mais il ne va pas lui dire. Ça c'est le premier niveau, la première échelle sur laquelle on travaille. C'est vraiment le profil d'acteur, où on va chercher à savoir le parcours, le profil, les forces et faiblesses d'un acteur, son environnement, ses réseaux, sa réputation. Et on fait un rapport à l'issue de cette étude, on produit un rapport qui résume sous quelques dizaines de pages tout ce qu'on a pu trouver. L'autre échelle de travail, c'est à l'échelle d'une situation, c'est-à-dire qu'on change d'échelle, on va prendre un environnement plus complexe avec une myriade d'acteurs qui gravitent autour d'une problématique. Ça peut être une crise, ça peut être un grand projet d'infrastructure, je ne sais pas, une entreprise qui veut se positionner sur la construction d'un aéroport, d'une ligne à grande vitesse, ou d'un champ d'éoliennes ou une ferme solaire, je ne sais où. Nos clients sont plutôt des entreprises qui investissent, opèrent ou construisent dans des grosses infrastructures. Ils ont besoin d'y voir clair sur l'environnement de ce projet. Quels sont les décideurs sur le projet, quels sont les concurrents qu'il a en face, quels sont les partenaires avec lesquels il pourrait travailler, quels sont les réseaux qui gravitent autour. Et puis quand on est sur des sujets qui sont portés souvent par des États ou par leurs appendices, puisque qui va pouvoir financer un aéroport ou qui va pouvoir financer une grosse infrastructure, c'est souvent des États. Notre client se retrouve avec en face des États, c'est-à-dire des dirigeants politiques, c'est-à-dire des ministères, des ministres, leurs familles, leurs clans, leurs réseaux, leurs factions, le président et sa famille. Donc on doit décrypter de manière précise qui fait quoi dans ce pays, puisqu'on travaille beaucoup à l'étranger. Ça marche aussi en France. La France est un pays complexe et compliqué, fait de réseaux structurants et invisibles. Je ne vais pas faire de caricature, mais on croise quand même beaucoup dans les grandes administrations, soit des réseaux issus de grandes écoles en France, que ce soit des réseaux de grandes écoles d'ingénieurs, des réseaux d'ENARC, des réseaux des écoles des mines, des ponts, etc. Il peut y avoir des réseaux mixtes avec des loges maçonniques, il peut y avoir des entreprises dans lesquelles il y a un fort tropisme religieux, il peut y avoir des entreprises dans lesquelles il y a un fort tropisme chrétien, par exemple. Il faut le savoir, catholique, protestant, etc. Voire plus, etc. Donc c'est pas visible à l'œil nu. Mais nous, notre travail, c'est de mettre à jour ce qui est justement pas visible à l'œil nu, mais qui est hyper important, pour bien comprendre comment fonctionnent les communautés d'acteurs, les logiques de décision, les logiques de pouvoir, les logiques de recrutement, les logiques de cooptation. Ça peut mettre en lumière pourquoi quelqu'un qui est à un niveau hiérarchique N-3 du dirigeant de l'entreprise a une telle importance. C'est parce que dans sa loge maçonnique, il est au-dessus du patron de l'entreprise. Donc ça peut être ce genre d'éclairage qu'on va apporter. Donc, décrypter des situations, ça peut être aussi sur des pays dans lesquels veulent rentrer nos clients. Il y a la dimension culturelle, interculturelle qu'il faut comprendre, qui fait qu'on ne parle pas à un Sud-Africain comme à un Brésilien, comme à un Portugais qui pourtant parle la même langue, comme à un Tadjik ou à un Ukrainien. Donc il y a des logiques culturelles, des logiques historiques héritées du parcours des décideurs auxquels on s'adresse. Ont-ils une soixantaine d'années? Ont-ils connu l'URSS? Qu'est-ce qu'ils en ont hérité? Ont-ils plutôt 25-30 ans, fils d'oligarques formé dans une grande école de commerce à Londres? Son père était dirigeant du KGB dans telle province, mais lui c'est un pur businessman qui est formé dans une business school à Londres ou à Dubaï. C'est pas la même chose. Donc on a besoin de comprendre comment sont câblés les gens. Et ça, c'est des choses qui sont pas forcément visibles à l'œil nu non plus. Donc on fait un mix de tout ça pour se forger une opinion sur une situation donnée et pour au final livrer à nos clients, entreprises, un éclairage sur une situation donnée.
Donc au départ, j'étais seul dans cette structure qu'on va nommer de ses initiales Consort Intelligence, que j'ai créée en 2011. Là, on est en 2018. Au départ, j'étais seul, et puis je mettais en place des équipes dédiées à chaque fois, c'est-à-dire à chaque sujet, une fois en Arabie Saoudite, une fois au Liechtenstein, une fois je ne sais où. Je mettais en place des équipes dédiées avec des spécialistes du pays, du secteur, consultants indépendants, anciens journalistes ou encore journalistes en activité mais qui diversifient ses revenus, etc., pour travailler avec moi. Donc c'est des équipes de 1, 2, 3, 5, 7 personnes selon les sujets, parfois un interprète, en mandarin quand c'est en Chine, en cantonais quand c'est à Hong Kong, et puis travailler avec un Taïwanais quand on travaille en Chine, c'est mieux parce que on est sûr qu'il ne soit pas inféodé au régime, au Parti communiste chinois, etc. Donc c'est toutes ces finesses qui fait qu'on monte des équipes dédiées à des projets. Donc ça c'est ce que je faisais seul, et puis depuis 3 ans, j'ai 2 associés qui m'ont rejoint, donc je ne suis plus tout seul, et c'est très bien. La structure a grandi, j'ai 2 associés qui ont des parcours différents. Pendant que j'étais journaliste, eux étaient dans les services de renseignement d'État, on appelle la DGSE, c'est-à-dire qu'ils sont issus de la DGSE. C'est le service de renseignement qui travaille à l'extérieur de la France. On y trouve de tout, on y trouve des gens qui savent briser des coffres, on y trouve des gens qui savent poser des bombes sur des trucs, c'est pas leur profil, eux c'est des analystes. C'est des analystes au sens où ils savent analyser un sujet complexe, et ils savent aussi, et on va y arriver, traiter de ce qu'on appelle l'information de source humaine, c'est-à-dire l'information qui est accessible uniquement quand on fait l'effort d'aller parler à quelqu'un qui a l'information. On travaille beaucoup avec tout ce qui est source ouverte, base de données, presse, réseaux sociaux, enfin tout ce qui peut être écrit quelque part à un moment donné sur Internet et autres. Mais à un moment donné, on arrive dans des cul-de-sac de l'information et il faut aller chercher l'information où elle est, c'est-à-dire dans la tête de ceux qui la détiennent. Et là, on rentre dans un domaine de compétences qui est spécifiquement le nôtre, qui est l'interview. Donc moi, j'ai appris à le faire en tant que journaliste. Mes associés m'ont appris à le faire en tant que ce qu'on appelle officier traitant, qui traite des sources dans les services de renseignement. Donc c'est le cœur de notre métier que d'aller chercher l'information là où elle est, en montant des réseaux un peu complexes parfois pour aller chercher les informations en profondeur. Donc 2 échelles de travail, je vous l'ai dit, soit à l'échelle d'un acteur en particulier, soit à l'échelle d'une situation donnée, où on a une myriade d'acteurs qui ont tous des enjeux différents. Donc notre travail, c'est d'identifier un petit peu qui veut quoi sur ces projets. Donc au jour d'aujourd'hui, on a travaillé dans une 60aine de pays, et on ne veut surtout pas se spécialiser sur un pays ou une région en particulier. Ce qui nous plaît, c'est de passer en permanence d'un pays à l'autre. C'est-à-dire qu'on n'y va pas à chaque fois, on ne va pas forcément sur le terrain à chaque fois, mais une 60aine de pays dans à peu près tous les continents, très peu en Amérique du Nord, mais beaucoup en Russie et ancienne République soviétique, en Asie centrale, en Asie du Sud-Est, en Afrique, au Moyen-Orient, en Europe. En Europe simple, entre guillemets, c'est-à-dire les pays limitrophes comme l'Espagne, l'Allemagne, et des pays un peu plus compliqués en Europe comme les zones un peu offshore, telles la Suisse, le Liechtenstein, ou enfin, ce qu'on appelle les paradis fiscaux, où l'information est quand même vraiment difficile d'accès. Donc logique d'équipe dédiée, ça continue, logique d'équipe projet. Et ce que je voudrais vous expliquer, c'est qu'on travaille sur les différentes couches de la réalité, au sens où je m'approche un peu parce que ça va se compliquer un petit peu. Qu'est-ce que c'est que cette question des couches de réalité sur laquelle j'ai parlé un petit peu pour l'instant, et j'en avais un peu parlé dans la présentation de la conférence. On va avoir une première couche qui est la couche immédiate, qui est la couche qu'on va percevoir dans notre réalité immédiate, celle qu'on peut percevoir visuellement avec nos sens. C'est une couche de réel dans laquelle on baigne en permanence avec nos 5 sens. Aujourd'hui, nous sommes dans une salle ensemble pour une conférence. On se voit, on s'entend, on se sent, on peut se toucher, on est là ensemble. Cette première couche, on vit en permanence dedans. Son échelle, c'est évidemment le présent. Même si on peut extrapoler en se disant quoi.
Entre le moment où vous bougez et le moment où je vous vois bouger, il y a un petit décalage, c'est pas vraiment du présent. On ne va pas travailler sur ces échelles de temps trop précises, on basculerait dans des notions de physique un peu complexes, mais pour autant on va dire qu'on est dans le présent. La deuxième couche un peu plus profonde, et qui est pourtant prégnante, même si elle ne se voit pas à l'œil nu, c'est une couche qui est d'emblée un peu plus politique, qui est liée au fait que vous êtes dans une école, qui est issue de la fusion de plusieurs écoles, qui a un directeur, qui a des enseignants, qui a des ateliers, qui ont des relations cordiales ou conflictuelles, j'en sais rien, qui ont des comment dire, sources de financement. L'école a des sources de financement qu'elle va chercher je ne sais où. Ça peut être des sources de financement municipales, ça peut être des sources de financement départementales, étatiques, etc. Et on voit bien que pour qu'on soit ici aujourd'hui à l'instant T capable de faire une conférence ensemble, une rencontre, il y a une deuxième couche sous-jacente qui n'est pas visible et dont on ne prend pas forcément conscience, et pourtant elle est bien prégnante, c'est cette couche politico-économique qui fait que les choses peuvent se passer, qui fait que, parce que une relation contractuelle a été nouée entre l'établissement de la Haute École des Arts d'Urbain, puis l'État, la région, ou je ne sais quel échelon administratif, avec des flux financiers, avec des investissements qui ont été faits pour rénover cette salle, etc. Tout ça fait qu'on est là aussi aujourd'hui. Nous, on va s'intéresser en fait à cette sous-couche du réel qui est bien là, et on n'y pense pas forcément. Elle n'impacte pas tant que ça notre présent, parce qu'elle ne remet pas en cause le fait qu'on peut se parler, et pourtant, bien sûr que si, puisque si toutes ces relations qui sont des négociations permanentes, des allers-retours politico-institutionnels entre les administrateurs, les administratifs dans l'école et son environnement autour, tout ça fait que les choses peuvent avoir lieu. Nous, on va s'intéresser plutôt à ces sous-couches-là. Cette sous-couche qui n'est pas visible à l'œil nu, qui est une couche politico-économique. Et quand on s'intéresse à cette couche, on ne peut pas y accéder immédiatement, on ne peut pas la voir. Donc, on est obligé d'utiliser des outils pour voir ces choses-là, qui sont liées à l'investigation et à l'enquête. Alors, c'est évidemment pas forcément ce qui se passe dans les coulisses de l'école qui vont m'intéresser, quoique il y a des fois des relations très conflictuelles entre des grandes écoles en France qui font qu'une école peut commanditer une étude pour savoir comment déstabiliser une autre école, ça c'est vu, entre des écoles de commerce, entre des écoles de sciences politiques, etc. Peu importe, c'est pas le sujet. C'est pas la sous-couche du réel administrativo-économique, politique, financière de cette école qui m'intéresse, c'est les sous-couches du réel qui structurent l'environnement dans lequel évoluent mes clients qui m'intéressent. C'est juste pour vous montrer à quel point on peut basculer d'une réalité à l'autre. Elles sont présentes de manière simultanée et pourtant on ne les voit pas toutes les deux. Donc pour se donner les moyens de voir cette sous-couche du réel qui ne se donne pas à voir immédiatement, on doit adopter des outils qui sont l'investigation. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va fonctionner par ce qu'on appelle l'entretien, l'interview. On va trouver ceux qui peuvent nous expliquer comment fonctionnent les choses en coulisses. Puisqu'on ne peut pas le voir, on va aller voir ceux qui le savent et on va leur parler. Donc on va commencer quand même toujours par faire un travail d'identification de ce qu'on peut trouver qui est déjà écrit quelque part. Il y a peut-être déjà un contrat qui régit la relation de l'école avec la municipalité de Strasbourg ou le département ou la région. Peut-être que j'ai déjà des éléments de réponse, mais c'est des éléments officiels. L'officieux, les coulisses, c'est écrit nulle part. Il faut aller dans... Il faut que j'aille parler au directeur pour savoir comment il négocie au quotidien les rallonges de financement de l'école. Il faut que j'aille parler avec quelqu'un au ministère de l'Éducation ou au ministère de la Culture pour savoir comment il voit cette école vis-à-vis des autres et comment il voit son avenir, etc. Donc c'est de l'entretien, de l'interview. Et j'ai pas forcément vocation à aller moi-même parler à des gens au ministère de l'Éducation, de la Culture. Il faut que j'envoie des gens qui sont pertinents pour pouvoir aller le faire. Pourquoi quelqu'un au ministère me recevrait demain pour m'expliquer comment fonctionne la relation institutionnelle, politique, etc. Il faut que je trouve des gens dont c'est déjà quelque part la vocation et c'est pas difficile pour eux. Comme je vous l'ai dit, on travaille beaucoup avec des journalistes, anciens journalistes, donc des journalistes spécialisés dans le secteur qui nous intéresse. Là, on serait dans le secteur de la culture, des arts, etc. On pourrait être dans un secteur des financements publics, on pourrait être sur les sujets dans lesquels je travaille, c'est des secteurs qui sont plutôt industriels, on va dire. Mais il faut que je trouve des acteurs qui ont vocation et qui ont possibilité d'aller poser des questions à ceux qui m'intéressent. La première bulle de réalité, elle est plutôt dans le présent. Celle sur laquelle je travaille, elle a plutôt une échelle qui est liée
au passé, ce qui s'est passé, comment il a négocié ça, comment il a réussi à obtenir ça, et au futur, anticiper comment ça va impacter sur l'avenir des entreprises, des institutions, des structures sur lesquelles on travaille. Donc là, on travaille sur un décryptage de ce qui s'est passé, de ce qui se passe dans le présent et de ce que ça va avoir impact sur le futur. On est éloigné géographiquement des sujets sur lesquels on travaille. Je ne suis pas en ce moment dans un ministère, je ne suis pas en ce moment à la mairie de Strasbourg, je ne suis pas en ce moment dans un ministère au Yémen ou en Ouzbékistan. Je dois me téléporter d'une façon ou d'une autre, donc il faut que je travaille avec des gens qui y sont déjà. Je suis distant géographiquement et je suis distant culturellement. Je ne sais pas comment je m'adresse à des Ghanéens, des Brésiliens dans tel secteur économique, donc je dois trouver des gens qui m'éclairent sur la façon dont je dois m'exprimer avec eux, donc il y a une dimension culturelle. Il y a un éloignement géographique et un éloignement culturel. Et tout ça, on va le résoudre par la gestion de relations, c'est-à-dire trouver des acteurs qui vont nous permettre de comprendre, de nous éclairer par leur expérience. C'est ce qui nous permet en fait de mener des enquêtes sur des acteurs. Comme je vous disais tout à l'heure, on va faire le profil d'un acteur ou d'une situation. En accumulant en fait les interviews, les entretiens, sur un sujet donné, on va mener 1, 10, 15, 20, 50, 100, 200 interviews selon les sujets. Sur certains sujets, il y a un seul interview qui suffit et on a tout. Mais c'est rare. Et en fait, de toute façon, il n'y a qu'une seule personne qui sait, donc il faut lui parler. Sur certains sujets, il faut multiplier les interviews dans le temps pour parler à 10, 20, 30 personnes issues de secteurs différents, qui ont chacune un prisme différent sur le sujet, qui ont chacune une façon d'observer le sujet complémentaire, et en accumulant les points de vue, on arrive à se forger une opinion sur la réalité de la situation. Je reviendrai après, si on a le temps, sur une troisième couche qui est un peu plus complexe à explorer, qui n'est pas liée au travail que je mène professionnellement, mais qui est une investigation sur des couches encore plus profondes de la réalité. On va essayer d'y revenir tout à l'heure. L'idée de cette rencontre, c'est de partager un petit peu des outils. C'est-à-dire que c'est un peu abstrait ce que je raconte. J'imagine qu'on peut avoir un peu du mal à concrètement de savoir comment on s'attaque à ces situations. Je voudrais vous livrer un petit peu quelques outils que, au fur et à mesure de mon parcours et de rencontres et puis de formations diverses, j'ai pu accumuler et qui nous servent à ce que je qualifie d'attaquer les couches de la réalité, c'est-à-dire attaquer leur surface, passer derrière le voile et pour rentrer dans les coulisses. Le premier outil qu'on utilise, c'est certainement le plus important, c'est de se poser la question de l'enjeu de l'acteur qui nous sollicite. C'est-à-dire de savoir à qui on a affaire et quel est son objectif, qu'est-ce qu'il veut in fine. Si on n'a pas compris ça, on ne peut pas attaquer la réalité et on ne peut pas mener une enquête. Donc le premier outil qu'on va utiliser, c'est vraiment définir clairement avec nos clients qui sont des entreprises, je vous rappelle, quel est leur enjeu, quel est leur projet, quel est leur objectif. Et à partir de là, le deuxième outil qui est vraiment critique et capital, c'est la capacité à se poser des questions. Ça paraît simple, je le dis comme ça, mais c'est être capable de lancer ce qu'on appelle la machine à questions. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on sait quel objectif on veut atteindre, on va identifier tout ce qu'on ne sait pas. Tout ce qu'on ne sait pas, sans limite. C'est-à-dire qu'on passe un certain temps à faire du brainstorming pour mettre à plat tout ce qu'on ne sait pas. Et tout ce qu'on ne sait pas, il va falloir qu'on se démerde pour le savoir. Donc, on va organiser les questions, ensuite, une fois qu'on les a identifiées, par champ, par domaine, on va identifier le type de source qu'on peut mettre en face de ces questions pour y répondre, mais vraiment la clé, c'est d'être capable de se poser des questions. Dans la presse et dans le journalisme, on apprend à répondre à des questions qui sont... alors
celle de qui fait quoi, avec qui, où, quand, comment, pourquoi. Si on n'a pas répondu à ça, on n'a pas compris le sujet. Si on a répondu partiellement, mais qu'on ne sait pas quand ça se passe, qu'on ne sait pas qui sont les acteurs clés, ou qu'on ne sait pas pourquoi ils font ça, ou qu'on ne sait pas comment ils font ça, on n'a pas répondu à la question. Donc, comprendre une situation donnée, comprendre une problématique dans notre domaine, il faut qu'on soit capable de répondre à l'ensemble de ces questions. Alors, dans l'histoire du rapport au réel, ça va porter des noms différents. Certains penseurs grecs appelaient ça un hexamètre, puisqu'il y a 6 façons de regarder. Enfin, selon les sujets, c'est des fois 5, 6 questions. Il y en a qui appellent ça le pentagramme du renseignement, il y en a qui appellent ça l'hexamètre, il y en a qui appellent ça la méthode QQ, QCP, etc. Peu importe, c'est une façon de se poser des questions. Mais si on ne commence pas par se poser des questions, on a très très peu de chances de trouver des réponses. Donc ça paraît simple de le dire comme ça, mais c'est la première chose qu'on aborde, c'est l'art de se poser des bonnes questions. Et en fait, même pas de se poser des bonnes questions. Il n'y a pas de mauvaises questions. Il peut y avoir des questions qui paraissent idiotes, mais en fait, autant se les poser quand même, parce qu'au final, elles se révéleront peut-être pas idiotes. Le troisième outil qu'on va enchaîner derrière, c'est ce qu'on appelle l'enquête pure en elle-même, l'investigation. Ce que j'enseigne aux étudiants de 5e année de l'atelier didactique visuelle, c'est des outils pour piloter des enquêtes. On part de rien et il faut qu'on arrive à quelque chose. Dans les écoles de journalisme, ils utilisent une métaphore qui est assez parlante, qui est celle d'une spirale qui représente le temps qui passe. Au point de départ de l'enquête, vous êtes là. Vous ne savez rien. Vous êtes face à votre sujet que vous ne maîtrisez pas, vous connaissez à peine, mais in fine, il faut que vous arriviez à livrer une compréhension précise du sujet. Le temps qui passe, c'est celui que vous allez utiliser pour vous forger une connaissance sur le sujet. Petit à petit, chemin faisant, vous allez lire des choses, des études, des analyses, des articles, des rapports, des enquêtes, des machins, des trucs. Vous allez lire tout ce qui est écrit sur le sujet. Et chemin faisant, vous allez commencer à identifier des gens derrière les écrits. Il y a des gens qui ont écrit. Donc c'est les premiers interlocuteurs que vous allez pouvoir solliciter, puisque vous aurez compris tout ce qu'ils ont écrit, et que vous serez en train de devenir vous-même expert du sujet au fur et à mesure de votre lecture. Vous allez commencer à pouvoir interagir avec ces premières sources, qui sont des auteurs, des experts, des journalistes, qui vont commencer à vous livrer ce qu'ils n'ont pas encore écrit parce qu'ils sont encore en train de l'écrire, ou qu'ils n'ont pas pu écrire parce qu'ils ont été censurés, ou parce qu'ils ont eu un support pour écrire qui était sur un angle particulier, qu'ils n'ont pas pu tout dire. Donc, ils ont aussi peut-être capacité à vous envoyer vers des acteurs, des interlocuteurs, qui sont plus fins connaisseurs du sujet, et qui sont peut-être dans un domaine d'expertise encore plus pointu, et qui ils vont vous dire, mais en fait, sur ce sujet-là, c'est pas lui, c'est pas moi, c'est lui. C'est pas lui, et il va faire quelque chose d'hyper important, il va dire, allez le voir de ma part. Et là, on est en train d'activer le fait de rentrer dans un réseau. Allez le voir de ma part, ça veut dire qu'il vous recommande. Vous pouvez vous recommander auprès de cette personne en disant, je viens de la part d'un tel, il m'a recommandé de venir vous voir, etc., etc. En faisant ça, vous avez brisé la barrière de la confiance, c'est-à-dire que vous êtes dans sa sphère de confiance puisque vous venez par un tiers qui connaît, et vous êtes introduit. Donc la démarche d'investigation, c'est ça, c'est de chemin faisant, le temps passe, et plus le temps passe, plus vous allez vous approcher des cibles les plus proches du cœur du réacteur de votre sujet. Vous ne pouvez pas y aller directement. Si vous appelez directement la source ultime qui est celle qui sait tout sur le sujet, mais vous ne savez encore rien, si vous l'appelez directement, vous vous grillez parce qu'elle vous prend pour un idiot, parce que vous n'avez rien compris au sujet, et puis dans les 5 minutes de conversation que vous allez avoir avec lui, vous allez griller votre cartouche, vous ne pourrez plus jamais revenir vers lui. Et en plus, vous vous serez dévoilé. Donc, le chemin de l'enquête journalistique, qui marche aussi dans notre travail au quotidien, c'est de prendre son temps. C'est pour ça que j'ai besoin de temps quand j'ai quitté la presse, c'est que j'ai l'impression de ne pas avoir assez de temps. Maintenant, j'en ai de prendre le temps pour nouer, chemin faisant, des relations avec des gens qui, petit à petit, me permettent de m'approcher du cœur de cible de mon sujet. Ça peut prendre 2 semaines, ça peut prendre 3 mois. Il y a des relations qu'on construit qui prennent beaucoup plus que ça. Mais la relation est tellement importante, l'information qu'ils détiennent est tellement importante qu'on prend le temps. Un autre outil de stratégie de recueil d'informations en réseau, c'est là on part de rien et on accumule des connaissances. En complément, on peut utiliser un outil qui est de type je suis ici, j'ai mon propre réseau de connaissances, de proches, qui sont dans des univers différents, et je sais que je veux atteindre telle personne parce que c'est lui qui a l'information.
On va faire ce qu'on appelle dans le domaine des services de renseignement l'environnement de cette personne. On va travailler sur dans quel environnement il évolue, personnel, professionnel, est-ce qu'il a des passions, des hobbies, des domaines philosophiques ou politiques dans lesquels il évolue, et puis professionnellement dans quel domaine il évolue, où il a évolué, pour à chaque fois identifier des personnes qui sont dans son environnement. Et en parallèle, identifier dans mon environnement à moi, dans mon réseau à moi, des personnes qui me ramènent à proximité de ce réseau-là. Si ça se passe, je ne sais pas, au Liban, dans le secteur bancaire, et que j'ai quelqu'un dans mon réseau qui a fait un VIE pendant 3 ans au Liban, je ne pars pas de rien. Je peux me poser la question s'il ne connaît pas quelqu'un dans le secteur bancaire au Liban. Il va peut-être me donner quelqu'un qui est au carrefour, que je peux aussi solliciter de sa part pour commencer à faire un pas de plus vers cet acteur-là. Donc chemin faisant, le prochain proche, j'arrive à rentrer dans les réseaux qui m'intéressent. Un des outils qui va driver notre démarche d'investigation, c'est la cartographie. C'est-à-dire que c'est ce que j'ai appris à mettre en œuvre à la fois à l'école ici, puis dans la presse, c'est construire des cartographies d'acteurs. C'est-à-dire que à 2 temps différents, il y a une cartographie qu'on va appeler la cartographie d'analyse. C'est une cartographie un peu fouillie, dans laquelle il y a des dizaines d'acteurs qui se télescopent. On va accumuler des informations sur des acteurs au fur et à mesure. Commencer à tisser des relations, on se pose des questions, on n'est pas sûr. Il y en a d'autres qui apparaissent. Au final, on se retrouve avec des cartographies un peu complexes, mais qui servent à l'analyse de la situation. C'est notre moteur d'investigation. En fait, la cartographie est notre moteur d'investigation pour rentrer en profondeur. Elle nous permet de voir tout de suite ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. Si je ne sais pas quelle est la relation entre cet acteur et cet acteur, je le vois tout de suite. Quand je le sais, je peux l'écrire. Quand je ne le sais pas, je mets un point d'interrogation. Je peux le regrouper par interview. Je vais trouver quelqu'un qui pourra me valider qu'effectivement, entre ces 2 personnes, il y a bien cette relation. Ensuite, on fait de la cartographie de synthèse, c'est-à-dire qu'une cartographie analytique, qui est une sorte de gros plat de spaghetti imbitable qui part dans tous les sens, seul l'analyste s'y retrouve. Par contre, au final, on fait une cartographie de synthèse organisée de manière lisible, compréhensible, avec un angle. C'est une version digérée de l'information, et là c'est très clairement ce qu'on appelle la didactique visuelle. C'est comment présenter de manière simple, explicite, une situation, un projet ou un sujet compliqué ou complexe. Tous ces outils, la clé, vous l'avez vu, c'est quand même d'être capable de mener des interviews, des entretiens. Donc on a vraiment un travail de gestion de la relation avec les acteurs. On ne le fait pas forcément directement, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est transversal dans tout ça, c'est ce qu'on appelle des outils de confidentialité et de sécurité. Il y a les outils en proprement parler de l'enquête, et puis il y a des outils transversaux qui vont nous permettre de mener nos enquêtes de manière confidentielle, sans qu'on apparaisse. À savoir, quand on navigue sur des réseaux internet, des réseaux sociaux, on va utiliser des faux profils, on va utiliser des logiciels qui vont masquer notre adresse IP, on va utiliser des systèmes d'échange cryptés, on va utiliser des téléphones parfois dédiés à la relation avec un seul acteur et qu'on n'utilise que pour ça. Toute une batterie en fait, de petits artifices techno qui nous servent à interagir avec les acteurs de manière sécurisée sans que ça puisse être intercepté et si ça l'est, sans que ça puisse être décodé. La plupart sont des outils gratuits qui sont développés par soit des hackers, soit des développeurs du domaine de l'open source et qui sont pour le coup, puisqu'ils sont développés par des acteurs du domaine de l'open source, robustes puisqu'il n'y a pas de backdoor potentiel, parce que dans l'open source, les développeurs se font fort de chercher les backdoors qui seraient, les portes dérobées qui auraient pu être laissées, et ils se font fort de les casser. Donc quand on est avec des solutions du domaine commercial et privé, on a plus facile de tomber dans des solutions qui sont biaisées, alors que quand on utilise des solutions open source type, très simplement, moi je donne les outils que j'utilise, on utilise Tor pour masquer notre navigation, on utilise la solution GPG pour crypter nos messages, on utilise VeraCrypt pour crypter nos disques durs et nos supports USB. On utilise toute cette cet attirail techno qui est en fait un des éléments de la confidentialité des sujets sur lesquels on travaille. Ça ne fait pas tout. Et il y a des sujets, et il y a des situations où en fait on n'échange rien sur les réseaux et on se voit physiquement quelque part et on parle
dans un bar, dans un café, dans un endroit démarqué, où on peut se parler sans avoir le risque d'être intercepté. Il y a des sujets sur lesquels on peut travailler où il ne faut vraiment pas que les personnes qui nous parlent soient démasquées quand c'est sur des sujets dans des pays un peu toxiques comme il y a eu récemment un coup d'État en Turquie et on travaillait sur un sujet un peu compliqué. Tous ceux qui nous parlaient depuis la Turquie ne voulaient absolument pas qu'on puisse savoir qu'ils nous parlaient de ce sujet. Donc il fallait qu'on trouve des moyens sécurisés de communiquer avec eux. C'est ce qu'utilisent aussi les reporters sur le terrain, c'est ce qu'utilisent aussi des dissidents ou des résistants politiques dans certains pays en crise. Voilà, c'est pas des outils qu'on a inventés, c'est simplement tout un petit attirail qui est un des éléments qui fait qu'on peut mener nos enquêtes. Je vais illustrer un petit peu mes propos par des cas concrets. Comme je le disais dans la présentation de la conférence, on travaille globalement dans des domaines où on a affaire à... Je résume, mais c'est un peu la réalité. Régulièrement, et il faut anticiper le fait qu'on va se retrouver dans des pays où on a affaire à ce qu'on appelle des violences d'État, des violences étatiques. Les gens finissent en prison, ils ne savent pas pourquoi, du jour au lendemain, on les fout en tôle. Des situations dans lesquelles on a affaire et on doit naviguer avec des histoires de corruption et des sujets sur lesquels on travaille où on peut trouver rapidement des problématiques de crime organisé en fait. Pour le dire autrement, de mafia. Donc, comment on permet aux entreprises pour lesquelles on travaille de naviguer dans ces univers complexes pour trouver leur chemin et éviter de se retrouver dans des situations où ils s'associent avec des gens qui sont politiquement à risque ou qui sont corrompus ou qui sont liés de près ou de loin à des groupes mafieux, ce qui arrive finalement assez régulièrement. Je vais donner quelques exemples. Sur le sujet des violences d'État, on a travaillé sur un sujet en Turquie, juste au lendemain du coup d'État qui a failli renverser le président Erdogan. Au lendemain de ce coup d'État, il traque de manière brutale toute personne qui, de près ou de loin, lui paraît proche d'un réseau, d'un émir qui s'appelle Goulen. Donc tous ce qu'on appelle les goulenistes sont arrêtés, mis en prison ou congédiés. Leur entreprise est fermée. S'ils sont enseignants ou s'ils sont chercheurs dans une université, on leur interdit d'enseigner, ils vont en tôle. Et c'est par dizaines, par centaines, voire par milliers que les personnes disparaissent. On nous fait travailler sur un sujet d'entreprise à ce moment précis. Et la question que se posait notre client, c'est est-ce que l'entreprise que je m'apprête à racheter en Turquie est de près ou de loin liée à ce mouvement ou ces réseaux gulenistes qui sont traqués par le président. On ne porte pas de jugement sur le président turc a tort ou pas, on ne porte pas de jugement sur la légitimité du combat de ces gulenistes, on veut juste savoir est-ce que l'entreprise que mon client cherche à racheter est liée à ces réseaux ou pas. Parce que s'ils sont liés à ces réseaux, et si mon client rachète cette entreprise, il se peut que demain, après-demain, dans un mois, dans 2 ans, même plutôt que ça, elle soit fermée et que ses dirigeants soient mis en prison. Donc, au mieux qu'il le sache avant. Là, on est dans la situation violence d'État, où il faut faire avec, il faut trouver une situation il faut trouver un chemin. Autre exemple de violence d'État, au Kazakhstan, on a travaillé sur plusieurs sujets, dont un qui était dans le domaine c'est le domaine clé du Kazakhstan, c'est ce qu'on appelle le pétrole et gaz. Donc c'est un peu moins vrai maintenant, mais à l'époque c'était encore le cœur du sujet au Kazakhstan, c'était les sujets pétrole et gaz. Donc on a réussi à établir dans ce pays que, à force d'interviews, à force de rentrer en profondeur dans la compréhension de comment fonctionne ce pays, que de toute façon, toute entreprise qui fonctionne dans le pays est de près ou de loin détenue par le président, ou son neveu, ou son cousin, ou son gendre, ou sa sœur, ou son frère, sa famille. C'est ce qu'ils appellent dans ce pays la famille. Et que le président, dans ce pays,
la métaphore, c'est que c'est un pays dans lequel il y a 10 familles. C'est assez caricatural, mais c'est très proche de la réalité, donc je peux me permettre de faire cette caricature. Il y a 10 familles qui ont 10 secteurs dans les mains, une famille par secteur. Secteur nucléaire, secteur de la défense, secteur pétrole et gaz, secteur agronomie, etc., agriculture, etc. Une famille par secteur. Le président a 10 doigts. Au bout des 10 doigts, il a 10 marionnettes, c'est 10 familles. Mais c'est lui qui tient les ficelles. Donc, à force d'entretien, on a compris ça. Et pour revenir à la métaphore tout à l'heure que j'avais faite au début de l'intervention, les 10 doigts, c'est ni plus ni moins que ce qui s'agit devant moi quand je suis dans le train, c'est les arbres que je vois au premier plan. Mais en fait, le président, c'est la montagne, c'est celui qui ne bouge pas, c'est celui qui tient tout. C'est-à-dire qu'il a 5 doigts ici. 5 doigts ici, et il tient toute l'économie du pays, toutes les entreprises qui comptent, il les tient de près ou de loin. Je m'étais entretenu avec une personne qui travaillait pour ce qu'on appelle la Banque européenne de recherche, de reconstruction pour le développement, la BERD. C'est une banque qui finance, une banque internationale qui finance des gros projets dans des pays en reconstruction ou en développement, et qui, cette personne, cherchait pour le compte de la banque une entreprise à financer, dont un des critères, c'est qu'elle ne doit pas être liée de près ou de loin à la famille du président. Et bien, elle n'en a pas trouvé. Elle n'en avait pas. Dès que l'entreprise était conséquente, c'est-à-dire que ce n'est pas la petite PME du coin qui répare des voitures, c'est dès qu'il y a une entreprise un peu conséquente, un jour ou l'autre, quand elle commence à croître, il y a une main qui arrive et qui la saisit. Quelqu'un qui débarque et qui dit ton entreprise maintenant, elle est à moi. C'est la réalité. Je me suis retrouvé dans des situations d'entretien au Kazakhstan où la personne en face de moi croyait que j'étais cette main qui débarquait pour lui dire je suis un représentant du président et je vais te dire que ton entreprise maintenant elle appartient au président et je suis son émissaire. La personne a cru que j'étais ça. J'étais juste en train de vouloir lui poser des questions pour comprendre un peu comment ça fonctionnait, et en fait il avait vraiment peur que du jour au lendemain, ce qu'il avait développé lui échappe, et il était devenu livide, il ne comprenait pas ce qui lui arrivait, il avait l'impression qu'on venait lui prendre son entreprise. Donc c'est ce qui est sous-jacent, c'est ce qui est visible par personne, mais que tous ceux des élites du pays le savent. Mais ça prend un peu de temps à élucider ces sujets-là. Ça, c'est dans le domaine dont je parlais des violences d'État. Autre violence d'État avec lesquelles il faut frayer, donc la conclusion là-dedans, c'est qu'une entreprise française pour laquelle je travaillais, si elle veut réussir son activité au Kazakhstan, il faut qu'elle accepte le fait qu'elle va devoir se marier avec une entreprise qui, localement, est tenue par le frère, le fils, le gendre ou le neveu du président. Moi, je ramène les infos. Après, les chefs d'entreprise, ils se font leur propre opinion et ils prennent leurs décisions en connaissance de cause. S'il n'avait pas mené cette enquête, il se serait marié avec le premier qui vient et il n'aurait pas forcément su tout de suite qu'il s'était marié avec une entreprise détenue par un fils, un frère ou un gendre du président. Il aurait pu être rattrapé dans 2 ans, dans 6 mois, dans 3 ans par une problématique d'une enquête menée par le parquet financier qui s'intéresse au lien entre cette entreprise française et puis cette entreprise kazakh détenue par un gendre du président, parce qu'il y avait des problèmes de corruption, parce qu'il y avait de l'argent qui passait directement de la poche du gendre à la poche ou au compte bancaire offshore du président, et il se retrouve sous le coup d'une enquête pour corruption. Donc il vaut mieux qu'il le sache avant. C'est ce qui a valu la mort à une journaliste chypriote, il n'y a pas si longtemps. Elle s'intéressait un peu de trop près aux relations existantes entre des ministres en Azerbaïdjan et des hommes d'affaires français, et puis des hommes d'affaires à Dubaï. Elle était sur le point de sortir de pas mal d'informations là-dessus, et sa voiture a explosé. Donc c'est pas des sujets qui les contentent grandement quand on travaille dessus et quand on met ça à jour, parce que toute a vocation à être complètement masquée via des paradis fiscaux, via des banques privées offshore à Dubaï ou à Liechtenstein. Tout ça a vocation à rester évidemment invisible. Nous, notre travail, c'est de le mettre au jour. Un dernier exemple de violence d'État, c'est toujours au Kazakhstan, ils sont assez doués là-dedans. Je suis à un moment donné approché par un avocat d'affaires français qui me demande de mener une enquête sur un homme d'affaires kazakhstanais, on dit kazakhstanais, qui a des activités en Afrique. Donc
Le problème avec un avocat, c'est qu'on ne sait pas pour qui il travaille. J'aime bien quand même savoir pour qui je travaille. Quand je travaille avec un avocat, ils ont le secret professionnel, ils ne disent pas pour qui ils travaillent. Et c'est justement pour ça que les entreprises travaillent avec eux, c'est que ça leur permet de ne pas dévoiler qui ils sont. Donc, je commence à m'intéresser à ce sujet, à regarder un peu plus près, et puis de fil en aiguille, je comprends qu'en fait, l'homme d'affaires kazakh cette année, qui est recherché, sur lequel on me demande d'enquêter en Afrique, on me demande de savoir quelles activités il a, les entreprises qu'il a, etc. En fait, la réalité du sujet, c'est que l'avocat travaille, et je le découvre petit à petit, non pas pour un homme d'affaires, non, nous on travaille strictement pour des entreprises. On ne veut pas travailler pour des États, on ne veut pas travailler pour des ambassades, on travaille pour des entreprises privées. En fait, l'avocat a été mandaté par un émissaire du président via l'ambassade du Kazakhstan pour retrouver cet homme d'affaires kazakh qui était réfugié dans un pays d'Afrique et puis le capturer, parce que c'était un opposant. Donc on n'était pas dans une affaire d'entreprise, on était dans une affaire de règlement de compte entre opposants politiques. On est sorti du sujet, j'ai arrêté de travailler dessus tout de suite. Quelques semaines après, un de ses associés en affaires et sa famille ont été arrêtés en Italie. Ils ont été exfiltrés au Kazakhstan de manière brutale par les forces spéciales italiennes. Quelques temps après, un juge d'instruction français qui a travaillé sur le sujet s'est retrouvé en résidence, placardée chez elle parce qu'elle avait peur d'être assassinée, et en plus, sous le coup d'une enquête pour corruption parce qu'elle aurait rendu un jugement qui était favorable à l'État kazakh et aux dignitaires kazakhs. Donc, nous-mêmes, on a intérêt à faire attention à où on met les pieds, parce que dans ces sujets de violence d'État, règlement de compte entre opposants, on ne sait pas forcément tout de suite pour qui on travaille. Sur les sujets de corruption, je vais passer assez vite, mais je donne des exemples quand même. On nous demande de travailler en Malaisie sur une entreprise avec laquelle voudrait s'associer un de mes clients. Assez rapidement, on se rend compte que cette entreprise est en fait dirigée par quelqu'un qui est finalement ce qu'on appelle la poche d'un général de l'armée malaisienne, et qu'en fait tout l'argent qui va rentrer dans l'entreprise avec laquelle va s'associer potentiellement mon client, il va finir dans la poche du général. On est dans une problématique de corruption. Corrompre, ça veut dire rémunérer un agent public. Un ministre, c'est un agent public. Un général, c'est un agent public. Tous les hauts fonctionnaires sont des agents publics. Rémunérer un agent public pour qu'il nous octroie un bénéfice indu, un contrat, une facilité, et ça c'est interdit. Et c'est lourdement sanctionné. Donc il valait mieux le savoir à l'avance. On a travaillé en Arabie Saoudite sur un problème un peu compliqué une entreprise française qui se voyait un peu contrainte et forcée de travailler avec une entreprise saoudienne. C'est l'ambassadeur de France à l'époque qui enjoignait l'entreprise française de travailler avec cette entreprise saoudienne, liée au conglomérat Saudi Ben Laden Group. C'est de près ou de loin la famille de Oussama Ben Laden, mais ça n'a rien à voir. C'est une entreprise de BTP qui était très puissante en Arabie Saoudite à l'époque. Elle est moins maintenant. On a compris chemin faisant qu'en fait il y avait un réseau sous-jacent d'intermédiaires et de corruption qui était en train de se mettre en place entre des agents franco-algériens, des hommes d'affaires français, et puis, pour ne pas le citer, l'ambassadeur de France à l'époque. Donc il fallait aussi, là, mieux que mon client le sache, pour qu'il ne cède pas la pression et qu'il ne noue pas un partenariat avec cette entreprise, parce qu'il aurait, quelque part, commencé à construire les réseaux qui, 3 ans après, 4 ans après, auraient permis à un candidat à une présidentielle de financer sa campagne ou son parti. Mais ça, il ne le voit pas forcément à l'œil nu. Ça peut être beaucoup plus simple, ça peut être une entreprise française qui me dit, avec insistance, s'il te plaît, aide-moi à trouver une association qui est présidée par la femme d'un maire. Ce maire a un potentiel de décision sur le sujet qui m'intéresse, trouve une association que de près ou de loin sa femme dirige, on va financer cette association, et puis il sera content, et puis il va prendre une décision en ma faveur. Là aussi on est dans un schéma de corruption. On est en France, la France est un pays ultra corrompu. C'est ultra corrompu, c'est pas visible non plus à l'œil nu, mais dès qu'on est sur des sujets d'infrastructure, de traitement des déchets, traitement des eaux, on est sur des problématiques de corruption récurrentes.
Dernier exemple sur des sujets de corruption, c'est un peu plus embêtant quand on a travaillé sur un sujet en Afrique, sur un potentiel investissement que voulait réaliser un de nos clients dans une mine. Il y a un homme d'affaires africain qui lui présentait une opportunité d'investissement dans une mine en Afrique. En fait, il s'est avéré que cet homme d'affaires n'avait aucun pouvoir de proposer cet investissement, il n'avait aucun titre minier, il n'avait aucun... En plus, il avait une entreprise qui n'existait pas vraiment, qui était une boîte aux lettres sur une cabane dans un champ, j'exagère à peine. Et on était en train de parler d'un investissement de plusieurs millions de dollars. Donc, on s'était attaché les services, puisqu'on travaille avec de nombreux consultants, d'anciens policiers du pays en question, qui ont mené une enquête pour nous, pour identifier qu'on avait affaire à un escroc. En fait, le problème, c'est que les policiers se sont avérés ne pas être... les anciens policiers ne sont pas avérés être des anciens policiers, mais des policiers en activité. Et ils ne nous l'avaient pas dit au début. Donc, ils nous ont dit, bah, c'est bon, on a retrouvé ton escroc, on l'a mis en prison. Et c'est pas du tout ce qu'on voulait. On voulait juste des informations pour aider notre client à prendre une décision. En fait, le type s'est retrouvé en prison, et les vrais faux policiers, qui en fait étaient des vrais policiers, dans l'exercice de leur fonction, dans ce pays un peu tordu africain, nous ont proposé de faire un peu ce qu'on voulait avec ce type qui considérait comme une raclure. En fait, ils nous l'ont dit comme ça, ce type, on est bien content de l'avoir mis en prison, et maintenant, tu fais ce que tu veux avec. On fait ce que tu veux. Tu nous dis. On peut le refroidir, on peut le secouer un peu, tu nous dis. Nous, on veut surtout juste des informations, on voulait surtout pas rentrer dans cette mécanique infernale de la violence, mais la mécanique était engendrée. Et en plus, heureusement, sur ce cas-là, on avait utilisé un autre consultant qui avait fait travailler ces policiers, mais sur la base d'un service rendu et pas sur la base d'une rémunération. Si on avait rémunéré ces policiers, on ne les aurait corrompus. Et sans le savoir, parce qu'on croyait qu'on travaillait avec des anciens policiers. Donc, on avance toujours de manière à pas feutrer, mais avec notre allié qui est le temps. Si on n'a pas de temps, on fait des bêtises. Si on n'a pas de temps, on ne prend pas le temps de vérifier qu'on traite avec les bons acteurs. Et puis, quelques illustrations, j'en finirai là, sur les problématiques de crime organisé. Je pense que c'est bien d'avoir un peu des exemples concrets qui vous donnent à voir un petit peu de quoi on parle. Sur un sujet sur lequel on travaillait, qui est, là pour le coup, il y a des réseaux mafieux, on travaillait sur une entreprise française, un club de sport conséquent en France, qui étant un peu aux abois, parce que un de ses principaux sponsors politiques était tombé, donc il lui fallait trouver des financements différents. Et il s'apprêtait à faire entrer un investisseur africain dans le club de sport qui apportait quelques millions d'euros pour un peu moins de la moitié du capital du club de sport. Il a eu la bonne idée juste avant de valider l'investissement, c'était imminent, de s'intéresser au profil de cet homme d'affaires africain. De fil en aiguille, on s'est rendu compte que c'était pas du tout un homme d'affaires, qu'en fait c'était juste un type qui avait été présenté par l'intermédiaire de réseaux mafieux des Balkans à notre client pour jouer le rôle d'un homme de paille pour le compte d'un autre africain qui, ancien président de son État, était derrière les barreaux, mais qui voulait quand même faire fructifier son argent qu'il avait accumulé pendant son mandat en siphonnant des commissions à droite à gauche. Donc, notre client aurait fait rentrer dans son capital de l'argent d'un homme d'affaires africain en prison, sous le coup d'une enquête du tribunal pénal international, avec un risque de retombée médiatique énorme et puis un risque de procès assez lourd. Donc là, c'est le crime organisé et les mafias sont parfois à 2 pas de nos sujets, on ne les voit pas forcément tout de suite. Un dernier exemple, et j'en finirai là sur les exemples, c'est dans le crime organisé, c'était à chaque fois sur des problématiques de financement. Après la crise financière de 2008-2009, les banques prêtent plus aux entreprises, beaucoup plus difficilement. Donc les entreprises qui veulent se développer, qui veulent financer leurs projets, elles doivent chercher de l'argent ailleurs. Et comme elles en ont vraiment besoin, elles vont le chercher là où il est. C'est-à-dire à ceux qui leur proposent de l'argent, des financements un peu exotiques. On appelle ça le shadow banking, ou des banques de l'ombre, qui fonctionnent comme des banques, qui prêtent de l'argent avec des taux d'intérêt, sauf que l'argent il n'appartient pas à des banques, mais il appartient souvent à des acteurs qui souhaitent blanchir de l'argent qu'ils ont accumulé par des activités criminelles.
Donc là, on se retrouve dans cette situation où on a eu affaire à un acteur du secteur immobilier qui voulait financer un gros projet et qui doit trouver de l'argent pour financer ce projet. Il rencontre des avocats qui lui proposent de le mettre en relation avec un financier qui peut leur proposer un financement. De fil en aiguille, on n'arrive pas du tout à le saisir, ce type, on enquête sur lui, et en fait, il s'avère que dans l'école où il a étudié, il n'y a pas de dossier sur lui. Sur Internet, la photo qu'il met, c'est pas celle que... ça correspond pas à la personne qui a vu notre client. Enfin, en tout cas, il joue avec des faux semblants. Plus on approche de lui, et plus il disparaît, comme un mirage. Et in fine, il propose d'ouvrir un compte bancaire à notre client dans une banque ukrainienne qui a pignon sur rue, c'est une des grosses banques ukrainiennes, l'équivalent d'un crédit agricole ou d'un crédit mutuel ukrainien, donc une banque avec plein d'agences en Ukraine, etc. Une banque classique, quoi. Sauf qu'en fait, les patrons de cette banque sont deux tarés qui sont spécialisés dans un domaine d'activité très particulier qu'on appelle le corporate hijacking, c'est-à-dire ils sont spécialisés dans la prise de contrôle brutal d'entreprise. Un peu comme je vous disais tout à l'heure au Kazakhstan, ils débarquent dans une entreprise et ils se débrouillent pour dire, en fait, maintenant, par un mécanisme un peu sioux et à plusieurs étapes, cette entreprise, elle est à nous. Donc toi, tu dégages, toi, tu n'existes plus, toi, tu t'en vas, l'entreprise, maintenant, elle est à nous. Et ils font ça de manière récurrente. Et en même temps, c'est les patrons de ces grosses banques ukrainiennes. Donc, qui, a priori, quand on regarde sur le site internet, c'est une banque classique avec des agents, etc. Donc, je passe sur les détails de cette affaire, mais on est encore sur des problématiques un peu complexes, où la réalité se dévoile que quand on prend le temps de percer le voile du premier niveau. On va faire un petit pas de côté et je vais m'en arrêter sur cette intervention avec ce petit pas de côté sur le rapport que je peux avoir à la connaissance. Puisqu'en fait, notre travail consiste à produire de la connaissance là où il n'existait pas encore. On ne formalise pas, on ne donne pas une forme visuelle ou explicite à une connaissance qui préexisterait déjà, qu'elle soit scientifique, technique ou autre. On va véritablement être le moteur de la création d'une connaissance qui n'existait pas au moment où on commence à travailler sur le sujet. J'aime à dire qu'on travaille un petit peu à rebours des chemins balisés de la connaissance. Je vais m'expliquer. Pour faire simple, sur un sujet un peu compliqué. Avant même que le langage existe, avant même que l'écriture existe, avant même que le langage articulé existe, nous autres êtres humains fonctionnions dans une complète relation avec notre environnement, de manière complètement intuitive, consciente, complète, relationnelle, globale, en intelligence complète avec notre environnement. Puis le langage parlé, puis le langage écrit se sont formalisés. Là, on parle d'une échelle de temps de plusieurs dizaines de milliers d'années à l'invention de l'écriture il y a quelques milliers d'années. La connaissance a commencé à se structurer, la connaissance a commencé à se diffuser, l'invention de l'imprimerie en 1500, etc. Différentes formes de connaissances ont émergé. La forme de connaissance dominante de notre société, c'est ce qu'on va appeler, ce que les Grecs appelaient l'épistémé, la connaissance constituée qui peut se transmettre. La connaissance scientifique, c'est savoir avec l'épistémologie, c'est bien la science qui étudie les sciences. L'épistémé, c'est la science des savoirs constitués. Avec le temps qui a passé, on est arrivé avec la spécialisation à des savoirs qui sont de plus en plus en silos, compartimentés, spécialisés. La rationalisation veut aussi qu'on découpe les sujets complexes en ensembles plus simples qu'on peut étudier. Au côté de ça, coexistent quand même d'autres formes de connaissances. Aux côtés de l'épistémé, coexistent des formes de connaissances qui sont moins explicites, qui peuvent être comme la technique, le savoir-faire technique, c'est un savoir-faire embarqué en nous, on sait faire. Il y a aussi une autre forme de connaissance qui est méconnue, qu'on appelle le phronésis, qui est la connaissance, une forme de connaissance de la relation avec les autres. Une forme de sagesse dans la relation, une forme d'expertise dans
l'art de gérer des relations. Il y a une autre forme de connaissance encore plus invisible et moins explicite, c'est ce que les Grecs appelaient la métisse, la ruse, la connaissance oblique, celle qui permet à quelqu'un qui est en difficulté de résoudre le problème, même dans un rapport de force très important. C'est la fronde qui permet de terrasser le cyclope. Je suis minuscule et je prends un caillou et je le balance dans l'œil du cyclope. C'est un savoir-faire très particulier qui est celui de la ruse. C'est je me dissimule sous un troupeau de moutons pour sortir de la caverne. Ces différentes formes de connaissance, elles coexistent. La forme dominante, c'est bien l'épistémé, la science absolue de la connaissance scientifique. Mais ça, c'est jusqu'à ce qu'on bascule dans l'ère de l'information. On n'est même plus dans l'ère de la connaissance. On a basculé avec l'apparition des réseaux de télécom, avec la presse, avec tout ce qui est mis dans le réseau de l'information, à une échelle encore moindre, qui n'est plus la connaissance, mais qui est de l'information. Et puis, avec le mouvement qui s'accélère de traitement automatisé des informations, de diffusion via Internet des informations de plus en plus petites, on est dans le domaine aujourd'hui de la donnée, de la data, du big data. C'est même plus une information, c'est une donnée. Elle n'a plus de valeur que parce qu'on va pouvoir l'analyser et la mettre en relation avec des énormes paquets de données. C'est des informations qui parlent de vous, c'est des informations qui parlent de vos usages, de vos relations, de vos déplacements. C'est des informations c'est des données qui vous échappent, et c'est des informations qui sont non plus maîtrisées par vous, mais par ceux qui ont intérêt à les exploiter, à savoir les gros opérateurs, les GAFA, etc. Donc avec l'échelle du temps, on est passé d'une connaissance très intuitive, très relationnelle à notre environnement, très embarquée, avec une culture orale de diffusion de l'information et de la connaissance et de notre savoir-faire, avec une diffusion de plus en plus par l'écrit, puis par les réseaux. Nous, on travaille à rebours. Dans mon activité au quotidien, on fait fi des données. Elles sont très peu utiles. On va travailler sur l'information. On va, par un fort travail sur la tradition orale, puisque notre travail, vous l'avez compris, est très lié à la maîtrise de l'oralité, de l'art de l'interview, de l'art de la relation, de ce savoir qui ne se diffuse que par la parole et qui n'est écrit nulle part, ou qui n'est pas encore écrit. On reste dans les coulisses de la connaissance. Et en ça, je pense qu'on est en train de remonter à rebours ce chemin de la connaissance. Et je dirais que personnellement, je remonte encore plus d'un cran à rebours ce chemin de la connaissance, en menant des investigations, on va dire plutôt personnelles, et qui sont pour le coup pas commanditées par des clients d'entreprise, mais qui sont commanditées par mon intuition. Et c'est la dernière couche dont je ne vous ai pas parlé tout à l'heure, et dont je vais quand même parler, parce que ça vaut le coup de me toucher deux mots. C'est la dimension la moins maîtrisée pour moi, c'est-à-dire que c'est la dimension sur laquelle je suis encore en expérimentation. Donc, ce que je vais vous dire n'est pas maîtrisé. Ce que je vais vous dire n'est pas sûr. Ce que je vais vous dire n'est pas une vérité. C'est pas un savoir-faire que je maîtrise, c'est quelque chose que j'expérimente. Là où il y avait une couche immédiate perceptible du présent de notre être ensemble aujourd'hui, et c'est une deuxième couche de la relation entre les acteurs politico-institutionnels et économiques, qui est cette sous-couche invisible mais bien prégnante, mais qui est quand même une histoire d'hommes et de relations entre les hommes et les femmes et les acteurs et les réseaux. Je travaille et dans laquelle la perspective est le passé, le présent, le futur. Je dirais que je travaille aujourd'hui sur une couche encore plus profonde de la réalité, qui n'est pas peuplée d'êtres humains, mais qui est peuplée d'éléments minéraux, végétaux, d'animaux, en immersion en milieu naturel. L'être humain n'a plus sa place, le langage n'a plus sa place, à part moi, en tant qu'être humain. Et je mets des explorations qui sont outillées avec des outils que je suis allé chercher dans des pratiques, on va dire, rituels très anciennes, d'états modifiés de conscience, ou dans des, on va dire, savoirs en train de se constituer sur de nouvelles façons de voir le monde avec les nouvelles conceptions du monde issues de la physique contemporaine, physique quantique, relation au temps, à l'espace, etc. Et dans ces expérimentations que je mène actuellement, on est dans des connaissances
ou des relations à l'univers qui sont plus du tout explicites, qui sont beaucoup plus vibratoires, qui sont détachées du présent, du passé, du futur. En fait, les règles du temps parfois même s'inversent. C'est-à-dire que certaines situations, le futur peut avoir un impact sur un présent. C'est assez complexe, mais il y a des physiciens qui se penchent sur ces questions, sur le rapport de la conscience au temps, et sur le rapport, et sur le fait que la conscience et l'intention peuvent déterminer le futur. Et qu'on a déjà vécu un futur qui se répercute sur notre présent. Einstein et la théorie de la relativité nous l'explique, on vit dans une relativité de notre présent avec un futur qui s'est déjà réalisé et un passé qui est encore en cours d'expression. Donc, pour mener ces expérimentations dans des couches encore plus profondes de la réalité, puisqu'elles sont même plus humaines, je me fais mon propre outillage actuellement, et puis on va voir ce que ça donne, mais ça va prendre, je pense, encore quelques années. Les clés dans cette expérimentation, ce sont des mises en situation qui touchent à l'absence de repères, l'incertitude, la faim, le froid, je ne sais pas où je vais dormir, je suis seul, je ne sais pas où je vais, le hasard, et qui du coup excitent l'intuition, excitent la conscience, et réveillent des capacités qu'on a en nous, mais qu'on oublie, qu'on n'utilise plus, de se remettre en relation avec des énergies vibratoires profondes, présentes, minérales, végétales, animales, mais qu'on ne sait plus utiliser. Et quand je reviens dans cette boucle de la connaissance dont je parlais tout à l'heure, dans cet état pré-linguistique, l'état dans lequel baignaient finalement des hommes pendant des milliers d'années, mais qu'on a oublié, j'aimerais en fait redécouvrir un petit peu ça. Donc c'est ces expériences que je mène, qui n'ont plus rien à voir avec les connaissances classiques et formelles, donc c'est de l'ordre de l'expérimentation. J'espère que je ne vous ai pas trop perdu en chemin. Je vous ai emmené dans les différentes couches que je parcours au quotidien, ça fait 20 ans maintenant, que je navigue dans ces différentes couches. C'est pour ça que j'ai appelé ça l'infranaute. J'ai cherché un mot pour qualifier mes équipiers. On se qualifie d'infranaute au sens où on navigue des couches infra du monde, l'inframonde. Voilà, j'ai pas trouvé mieux. Je pense que ça, ce n'est pas un néologisme parce que le terme existait déjà, mais ça qualifie bien cette navigation qu'on peut mener au quotidien et qui mérite que d'être expérimentée. Voilà, merci beaucoup, je suis très ouvert aux questions.